Nombreux ont été les récits et les métaphores sur l'inconnu du voyage à l'exil, de la terre incognita à la découverte des hommes nouveaux. Dans les sociétés modernes, cette invitation romantique au voyage, au pays rêvé, à l'au-delà, a décrit l'inconnu par les sens et en a élaboré un mythe, alors chargé d'espoir. Aujourd'hui, quel mode de rapport l'individu entretient-il avec les figures de l'inconnu et de l'étranger? Est-il plus confronté à leurs aspects négatifs? Dans un monde où le récit n'est plus un étayage suffisant entre sociabilité et idéaux singuliers et collectifs, plusieurs conceptions, dont celle de l'hybridité, devient un élément central dans l'autogénèse du sujet, dans la modernité et la postmodernité. Ce bouleversement anthropologique du passage du récit à la primauté des sens déstabilise les individus et suscite des inquiétudes. Refuserait-il alors de penser l'inconnu et l'étranger en soi-même comme énigme dans un monde de l'émergence? Les démocraties sont en crise, confrontées à l'importante poussée d'un capitalisme globalisé où se développent la xénophobie, le racisme, le chômage de masse, la défiance générale pour les garants politiques, la haine et toutes sortes d'exclusions mortifères. À cette crise du capitalisme s'adjoignent pour d'autres pays, parfois en guerre, des violences d'État et politiques, des violences économiques et celles des dérèglements climatiques. Ces diverses violences engendrent un flux de migrants, entre autres en Europe, qui doit apprendre plus que jamais à vivre avec l'immigration. L'Europe est-elle prête à relever ce défi? Est-elle prête à placer la question de l'immigration au cœur même de la démocratie et des débats citoyens? La crise des démocraties occidentales rencontre la crise de l'immigration, où les déplacements forcés de masse se font dans l'urgence et se déploient dans toutes les directions. Ici, la crise doit être prise dans son sens métaphorique, ce qui nous contraint à penser l'écart entre un monde rationnel, régi par la science, celle d'un savoir mathématico-physique, et un monde de la subjectivité qui échappe à toute consistance homogène, à tout accomplissement définitif. Myriam Revaud-Dallon fait l'hypothèse que la crise est la métaphore absolue qui rend compte d'une expérience, dit-elle, du rapport existentiel que l'homme entretient avec le monde et la réalité qui l'entoure. Les débats démocratiques ouvrent à des moments de réflexion, mettant en mouvement une intelligence collective et sensible, faisant advenir un monde d'université dont l'universalisme est à trouver. En revanche, les États-nations, sur un modèle souverainiste, pourraient être alors tentés de se refermer sur eux-mêmes, avec les risques de prégnance, de nationalisme et de communautarisme. À travers ces phénomènes migratoires, il ne s'agit pas uniquement de penser et de réfléchir sur les déplacements d'une multitude d'individus, mais aussi de s'ouvrir à leurs individualités et à leurs récits singuliers qui se lient au corps et à la parole. S'ouvrir à l'individualité à partir du social, c'est aussi reconnaître la singularité du sujet qui contient en elle-même des éléments du social. S'ouvrir à la saisie des effets actuels des violences de l'histoire sur l'individualité, la transmission d'une génération à l'autre, c'est reconnaître la complexité des identités, leur décomposition-recomposition, à l'aune de ces grandes ruptures sociales qui ont des effets considérables sur la vie psychique du sujet et sur les modes de rapport aux figures de l'étranger. C'est à travers les métaphores, et plus particulièrement les métaphores vives, traces, empreintes, pictogrammes, que la psychanalyse, l'anthropologie et la littérature donnent une dimension psychologique aux migrants qui, au-delà du politique, permet de le nommer l'exilé. Nomination qui n'est pas uniquement sémantique, car l'exilé ne concerne pas seulement les migrés, il est en chacun de nous, dès la naissance de la vie psychique. Louis Moreau de Belin précise dans la suite de Claude Lefort que notre modernité vit l'indétermination. Il s'agit alors de creuser l'inconnu et d'étudier son déplacement. Une nation qui contraint un écart pour laisser un espace entre le soi et le monde.
Cet arrachement à l'unité soi-monde nécessite des métaphores, des montages symboliques aussi primitifs soient-ils, ainsi que des fictions qui permettent aux hommes de faire lien entre eux et ainsi de pallier la déréliction. Accepter la dimension d'inconnu, c'est lui reconnaître aussi une fonction de passeur qui ouvre l'accueil à l'étranger de celui qui incarne la différence et l'expérience de l'altérité. La perception de l'inconnu fait passer l'étranger de la perception de la méconnaissance à un processus de reconnaissance. Sinon, l'étranger pourrait être abandonné à l'errance du sans-nom, du rien, voire au fantasme du déchet. Pour la psychanalyse, la relation à l'inconnu s'établit dès le premier exil du sujet, celui de sa naissance. Entre ombre et lumière, la mère anticipatrice ou son tenant-lieu donne du sens au monde de la sensorialité de l'enfant, qui acquiert ainsi son capital imaginaire, fait de traces et d'éclats, d'images et de fantasmes, et de représentations permettant d'appréhender l'inconscient. L'inconnu apparaît donc comme un instantané. Dans toute naissance, et l'exil est le passage d'un monde liquide à un monde aérien, à un monde de pesanteur. Cette séparation de la mère et de l'enfant produit deux exilés de leur mouvement de vie. L'éprouvé d'étrangérité, celui dont dans ces premiers moments de la relation mère-bébé, autant chez l'un que chez l'autre, entre l'inconnu et l'étranger, menant à une mise en travail de la sensorialité corporelle et de la perception. Pour l'enfance, ce contact avec l'objet le contraint à un changement de vertex, à la quête des conquêtes primordiales de son propre exil. La sortie du monde intérieur-extérieur, celle du ventre maternel, deviendrait ainsi le prototype de l'exil et maintenant celui d'une humanité clivée de ses origines. Cette indétermination de l'origine de l'appartenance soulève bien des peurs, liées entre autres aux conflits fondamentaux et violents, amour-haine, vie-mort. Ici, nous avons affaire avec le fondement, et non l'analogie à l'être exilé de la plénitude, source inaccessible, dira Jacitou, source paradoxalement commune à tout être humain, quelle que soit sa différence culturelle, linguistique. Dans le social, l'étranger est un être sans identité unique, et l'idée d'une pureté originaire est battue en brèche. En s'opposant ainsi au un, l'étranger est alors l'autre de l'autre et procure un gain de liberté. Freud nous invite à faire face aux relations passionnelles que suscite l'étranger assimilé à l'étrange, à l'angoissant ou menaçant. L'inquiétante étrangeté vient stipuler qu'il n'y a pas d'étranger en soi, mais il révèle les craintes, les traumatismes que nous avons oubliés, refoulés, censurés lors de la rencontre avec l'autre. Selon Freud, chaque singularité comporte et suscite dans l'autre amour-haine, dont l'élucidation en soi permet de les accueillir chez les autres. L'accueil de l'étranger en soi et hors de soi fait appel à une matrice socioculturelle suffisamment contenante. Or, notre monde est incertain et en mouvement. Il nous amène à vivre la réalité d'un processus de désymbolisation, parfois d'une grande ampleur. Ces transformations sociales en profondeur produisent des fragilisations individuelles et sociales, entraînant le retour de la religion par le politique, les idéologies, la radicalité, le terrorisme suscitant le phénomène de la peur. L'être est atteint dans sa chair, car son besoin de croire est une nécessité vitale. Cette chair peut entrer en adhésion avec les métamorphoses sociétales, engendrant toutes sortes de déstructurations psychiques et sociales, et ceci dans les strates les plus profondes de la psyché singulière et du collectif. Quelle place occupe le religieux en chacun après la religion? Le passage de l'hétéronomie structurée par le religieux à l'autonomie favorise la revendication de la liberté, et ce au prix d'accepter que l'exilé soit dans l'ombre. Ainsi, la psyché et le social ne sont plus uniquement régis par le renoncement et le refoulement pulsionnel, ni par les exigences civilisationnelles, telles le permis et le défendu, le licite et l'illicite, l'interdit et le dit. D'autres repères apparaissent, fondés sur le possible et l'impossible, régis par la castration, qui s'accomplit de façon violente sur la pulsion. Ainsi, l'inconnu n'est-il pas uniquement l'autre, le père qui trouve la plénitude, il est aussi soi, référé à la question du savoir et du non-savoir, qui pèse par rapport à l'autre, par rapport à soi-même, dans son devenir.
alors la culture, que peut-elle? Freud, par le phylogénétique, détermine une action culturelle très précoce. Un espace psychique préexistant à l'enfant, celui du creux de la mer, empreint de culture, dans lequel l'enfant se love pour habiter. Toutefois, la culture est soumise au refoulement par l'acquisition du langage, et le hors les mots est fait de traces qui ne seront pas forcément psychisées. Comment approcher ces éléments corporels qui n'ont pas su se métaboliser psychiquement? Or, ces éléments font masse avec le monde extérieur, car l'impensée du social ne cesse de les capter. L'histoire de nos civilisations témoigne de ces malencontres, de ces confrontations et interprétations entre les éléments bruts de la psyché singulière et du collectif. En excluant par la mort des humains de l'espèce humaine, en divisant les humains en catégories telles l'apartheid, une société peut rendre l'impossible possible, en d'autres termes, faire advenir ce qui ne doit pas être possible. Ce monde binaire du possible à partir de l'impossible ne garantit pas la loi, la transmission, le don. Les difficultés et les souffrances alors de la transmission et ses ratés en témoignent dans l'après-apartheid, où la question de l'étranger traverse aussi les phénomènes de violence. Dans ce conflit fondateur, amour-haine, absorption-rejet, chaque culture vient déchirer l'unité de l'être soi. Elle est d'abord un persécuteur. Psyché et corps s'y heurtent et tentent inlassablement de s'en désaliéner. Selon Winnicott, la mère accueille l'inconnu par un mouvement de haine, haine qui doit être reconnue par elle, mais aussi par l'enfant. Pour Pierrat Olanier, la haine originaire désigne la relation de la psyché au monde, et d'abord, en premier, ça sera le corps. Il incombe au sujet et à Eros de faire l'élaboration de cette haine tout au long de la vie, et ce malgré ses métamorphoses, ses déplacements et ses médiations. Comment cet affect de haine, au demeurant si singulier, peut-il animer des haines collectives? Quelles sont les politiques qui vont légitimer la haine et la persécution et captent ainsi cet affect? Ces politiques s'approprient la genèse du social et celle de l'individu, déniant la séparation entre individus collectifs, entre politique sociale. Séparation inhérente à l'interdit de l'inceste. Ces politiques luttent contre l'hétérogène en désignant un ennemi absolu à l'intérieur de la société. Il devient l'inconnu, l'étranger, l'exclu. Aujourd'hui apparaît une haine décomplexée. Caroline Emke écrit « Il est difficile de haïr avec précision. Avec la précision viendrait la tendresse, le regard ou l'écoute attentive. Avec la précision viendrait ce sens de la nuance qui reconnaît chaque personne avec ses inclinations et ses qualités multiples et contradictoires, comme un être humain. Mais une fois les contours estompés, une fois les individus rendus méconnaissables comme tels, il ne reste plus que des collectifs flous pour destinataires de la haine. On peut dès lors diffamer et rabaisser, hurler et fulminer à l'envi contre les juifs, les femmes, les mécréants, les noirs, les lesbiennes, les réfugiés, les musulmans, ou encore les États-Unis, les politiciens, l'Occident, les policiers, le média, les intellectuels. La haine façonne son objet, il est fabriqué sur mesure. Face à ces passions froides, la question du féminin non seulement se pose, mais elle est au cœur du processus de ce mythe de l'inconnu et de l'étranger. La part de féminin chez l'homme et chez la femme amène les contradictions entre la dimension affective de l'humain, empreinte de récit, et son côté imprévisible, pétri d'irrationnel, demandant à chacun une approche et une transformation de l'archaïque, car la haine du féminin est la plus ancienne et la plus partagée au monde. Pouvons-nous à l'avenir espérer moins de clivage entre politique et sentiment? L'art en serait un passeur qui, de figuration en refiguration, rend visible l'invisible des liens paradoxaux et contradictoires des humains pour s'ouvrir au nouveau monde. S'ouvrir aussi à la vertigineuse question du sens que nous voulons accorder désormais à notre condition commune d'être, à la conscience de l'étranger au monde et dans le monde. Marie-Laure, d'abord bonjour. Ça marche là, vous m'entendez? Oui. Bonjour, effectivement. Marie-Laure a presque tout dit.
Alors je vais essayer de vous dire moi ce que j'avais pensé vous raconter. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Vous avez reconnu l'incipit de l'étranger de Camus. Effectivement, dès ces premières phrases, nous avons un condensé de toute la problématique de ce roman qui en fait est un porteur d'un grand mythe, celui de l'absurde, que Camus va traiter à sa façon. Alors en quoi et pourquoi ai-je choisi de vous donner quelques impressions sur ce texte remarquable? D'abord parce qu'il m'a marqué historiquement, parce qu'il parle de ma part d'étranger qui est en moi, et parce que je m'y reconnais beaucoup. Alors l'inconnu, le triptyque de notre thème d'aujourd'hui est présent bien sûr chez Camus, puisque l'inconnu c'est à la fois ce qui est interne, la méconnaissance que nous avons de nous-mêmes, le fondement même de l'inconscient. L'inconnu c'est celui qui est l'autre, qui nous est bien sûr extérieur, mais le monde extérieur est un monde aussi inconnu qu'il faut appréhender. Donc l'inconnu rassemble et condense tout cela. Bien l'étranger, Camus dit, pour préciser les choses, il va être condamné parce qu'il ne sait pas mentir, parce qu'il ne partage pas le mensonge collectif qui fonde et qui cimente la société. Il dit effectivement, oui, j'ai tué parce que, bon, voilà, hein, j'ai tué, et puis c'est comme ça. Hein. Mais il n'a pas pleuré à la mort de sa mère. Alors ça, pour le tribunal, dont deux des greffiers d'ailleurs du tribunal d'Alger s'appelaient Meursault, c'est impardonnable. Ne pas aimer sa mère. On est tous d'accord, mais en fait, Camus en rajoute beaucoup, parce que la figure de la mère est essentielle pour comprendre comment elle a pu, via la grand-mère, jouer un rôle essentiel vu la mort du père quand Camus avait 6 mois. En fait, ce que Camus dit aussi dans une préface publiée en 50, c'est que l'absence de désir, l'absence du jouir, c'est ce qui, en fait, est l'ensemble du fonctionnement psychique de Meursault. Nous verrons après, avec Meursault, ce que l'on peut en faire, parce qu'avec Madame Synthèse, Madame Fernandez, Madame Gomez, Fernandez, Meursault est un nom qui ne court pas les rues, à part les greffiers du tribunal d'Alger. Il y a des Galliero, italiens, il y a quelques métropolitains, beaucoup de Maltais, et bien sûr le monde arabe qui est là, et qui dans le roman s'appelle l'arabe avec un grand A. Alors le troisième volet de notre réunion, c'est l'étrangéité. Eh bien effectivement, l'inquiétante étrangeté apparaît dès le début de l'incipit. Peut-être hier, va-t-on savoir. Et puis l'administration dit, sentiment distinct. Alors je ne vous relate pas l'enterrement parce qu'il faut le relire, c'est émouvant. Et je le cite simplement. Je vais maintenant vous lire un deuxième incipit imaginaire, mais à partir d'éléments réels que j'ai écrits moi-même. Vous ne le trouverez nulle part, sauf que je l'ai pioché dans des souvenirs et dans des sources qui sont sûres, de sources sûres. Ma mère est morte la veille à l'hospice de Marengo.
où on vient de l'enterrer. Marengo, c'est une village à 80 km d'Alger. Ainsi parlait Galiero. Galiero est un peintre qui a fait ses études avec Camus au lycée Bugeaud à Alger, qui était un frère. C'était deux frères. Ils se sont vraiment suivis, aimés, aidés, entraidés à un point tel que nous allons en voir un suivi dans les méandres de leur rapport. J'ai connu Galiero très bien, entre l'âge de 8 ans et 22, 23 ans. Il était un ami de mon père. Il venait chez nos voisins. Vous savez, dans ce pays-là, le voisin ouvre la porte et on porte les épices, le sel, on va manger à côté. Et à la table de cette famille, dont je n'ai pas la cité de nom pour l'intimité des faits, il y avait Galiero, Jean Sénac en particulier, et un ensemble d'autres chanteurs, dont le père de famille qui chantait dans les chœurs de Radio Alger. Et c'était un repas très festif. La fille aussi était chanteuse, soprano, et il y avait donc pas Camus, hein, il n'y avait que Galiero. Camus, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai fréquenté par la pensée. J'aurais failli le voir, mais à l'époque où il était venu, les ultras l'avaient empêché de parler alors qu'il voulait fonder une société multiculturelle et faire un rassemblement. Donc j'ai connu Galiero. Pourquoi vous parlerai-je maintenant de Galiero davantage? Parce que je fréquentais les Beaux-Arts d'Alger, et Galiero était sur le port d'Alger, et il peignait. Il peignait avec très peu de choses, il était fauché. Il peignait avec des morceaux de carton, du charbon, un peu de bleu. Je vous donnerai quelques anecdotes après. Alors, comme Meursault dans l'étranger, Camus et Galiero passaient leur temps accrochés à une bouée, comme dans le roman, au soleil, rêver. L'un chantait Tipaza et le Chenois, l'autre le port et puis les plages environnantes. Et ils se retrouvaient. Et ils se sont retrouvés en particulier au moment où Galiero était vraiment dans le manque d'argent. Et Camus lui a proposé de faire une exposition en Rouen. Il faut dire que Galiero était un personnage, un hippie avant l'heure. Il habitait sur la zone frontière entre la ville arabe, mais dans la ville arabe, et il descendait au port à pieds nus, avec un short débraillé, avec une toile des fois à la main quand il avait de l'argent pour acheter une toile, quelques peintures. Et tout le monde le connaissait, on l'appelait Tarzan. D'ailleurs, il racontait aux gamins, avec lesquels il avait des liens très étroits, qu'il avait tourné dans un film Tarzan. Vous voyez le personnage, je vous raconte le personnage, qui était un jouisseur. Et il avait, malgré la difficulté, un milieu social identique à celui de Camus, son père était cocher de fiacre. Vous voyez le niveau, cocher de fiacre. D'origine italienne, Galiero espagnol. Et dans ce mouvement comme ça, culturel et artistique, Galiero émergeait par rapport aux autres peintres, par la qualité de ses relations avec les autres. Il était d'une générosité, il donnait tout, il n'avait rien donné tout, mais il donnait tout ce qu'il avait. L'amitié, l'affection, des conseils. Le seul conseil, le meilleur, fais comme tu sens, et surtout, l'atelier des Beaux-Arts était dans une espèce de vieux palais. Il était démoli, rue des Consuls d'ailleurs. Les planches craquaient dans l'atelier, les gens se tiraient, partaient au port qui était à 100 mètres.
pour prendre le soleil. Et Galliero est au milieu des étudiants des Beaux-Arts et leur donner le conseil, c'est de jouir, de vivre. Voilà. Alors pourquoi vous raconte-je ça? Eh bien c'est que, après cette exposition que Galliero a fait à Oran grâce à Camus, où il a vendu beaucoup de toiles, Galliero a voulu remercier, ce qui était normal, son vieux copain, qui lui a dit: non, ne me remercie pas, c'est toi qui m'as donné l'idée d'un roman. Ce roman, c'est L'étranger. Galliero est le personnage qui a servi, et il le dit à plusieurs reprises, pour organiser ce roman. À un point tel que quand Visconti a tourné le film L'étranger, on a demandé, Jean Sénac a demandé à ce qu'on prenne Galliero comme modèle, et Mastroianni s'est inspiré de la vie de Galliero en le fréquentant pour tourner ce film. Donc vous voyez que ça prend une dimension à la fois réelle, onirique, Galliero en sandales quelquefois, et Mastroianni habillé à ce moment-là plutôt proprement, parce qu'il fallait quand même qu'il aille au tribunal, ce que Galliero ne faisait jamais, sauf un jour, quand je voulais indiquer, où il se présente donc habillé comme un prince à la brasserie d'Oran, une des brasseries du port d'Oran, où il dit la même chose. Il dit ma mère est morte la veille à l'hospice de Marengo et on vient de l'enterrer. Et ensuite, il raconte: je vais retrouver alors le nom de jeune fille que je n'ai pas, sa petite amie, et ils vont voir un film de Fernandel. Voilà. Comme Meursault va aussi voir un film de Fernandel. Alors, j'ai pris quelques notes sur Meursault, parce que vous savez que, en fait, avant d'écrire L'étranger, Camus, bien sûr, a eu d'autres écrits, dont un en particulier qui s'appelle Le Malentendu, non, La mort heureuse, excusez-moi, c'est un malentendu, La mort heureuse, dans lequel déjà il commençait à structurer l'organisation du thème de l'étranger, mais les conseils qui lui avaient été donnés le mettaient en garde, c'était pas au point. Il abandonne ce roman, qui sera publié en 1971 chez Gallimard, et il va travailler sur d'autres textes. Il va retourner au Chenois. Le Chenois, pour ceux qui ne connaissent pas, sauf peut-être de nom, c'est en face de Tipaza une grande montagne magnifique, dans laquelle les Romains avaient trouvé même du marbre blanc, avec lequel une partie permettait de faire des sculptures. Et j'ai souvenance moi-même qu'on trouvait à l'époque des morceaux de fragments de corps en labourant les champs. C'était des restes, voilà, fragments. Donc, dans cette mort heureuse, déjà, c'est Meursault, comme la mer. Et Camus, quand il était journaliste, puisqu'il a fait ses débuts à ce qu'on appelait à l'époque, pas encore Agir républicain, on l'appelait Soir républicain, je crois. Après, Agir républicain, oui, c'était pas l'école d'Alger, hein, c'était vraiment la gauche-gauche. Il faut savoir qu'à Alger, le maire d'Alger était un communiste. C'est un général Tubert. Il est resté 2 ans. Il y a eu un maire qui était chevalier, qui était un homme de gauche. Et après, boum, 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 tout s'est transformé. Mais il faut savoir que ce que l'on raconte est faux. Les gens de Babeloued et de Bellecour, c'était des gens de gauche parce que la plupart d'entre eux étaient rapatriés, exilés, venant d'Espagne de la guerre civile, ou ayant fui après, certains plus tard, l'Italie de Mussolini, et tout ce petit monde-là, voilà, cheminait comme on. Alors, Meursault,
Camus signait Meursault et c'est le soleil, hein, voilà ce qu'on dit habituellement. Et dans le roman de la mort heureuse, le héros s'appelle Patrice Meursault. Patrice, hein, faut pas être triste. Vous voyez, on peut jouer, hein, en tant qu'analyste, on peut se permettre ça. Voilà. Et c'est la mort heureuse. Alors, les histoires de mer et de soleil, je dirais que c'est avec la mort, les éléments qui traversent l'ensemble de l'œuvre de Camus, partout. La mort est présente. Je dirais que quand on comprend, bon, tout de même, père mort, lui, tuberculose très jeune, avec les moyens de l'époque, et des gens pauvres. Il était pris en charge par une tante qui lui faisait manger de la viande et des repas complets. Il était, au lycée du jour, demi-pensionnaire. La mère travaillait, faisait des ménages, la grand-mère était terrible, mais enfin, elle s'en occupait. Vous voyez, c'est un monde un peu particulier. Donc, il était étranger un peu à lui-même aussi par ses origines, il cherchait son père partout. Hein. Et avec Galiro, ils ont fait une espèce de fratrie imaginaire et réelle, et ils se sont étayés, réétayés mutuellement. Et en fait, dans cette mer soleil, c'était un saut dans la mort, parce que dans la mort, il y avait une espèce de désir, et en même temps, une lutte contre la mort, un besoin de jouir. Et Galiro était pour Camus le modèle de la jouissance. Voilà. Alors, en termes psychanalytiques, maintenant, quelques remarques. Là, je suis dans la littérature un peu. La lutte contre cette perte de jouissance, cette perte de jouir, je le dis, Galiro l'a symbolisé et mis en œuvre. Et je voulais deux anecdotes qui confortent un peu ce que j'ai noté, qui viennent de ma rencontre avec Galiro, et que l'on retrouve dans le roman. Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Ça, c'est le roman. Galiro, sur un quai du mall de la Darse d'Alger, était en train de peindre. J'arrivais, il me connaissait, j'étais à côté de lui, et il me dit, regarde, entre deux nuages, il y a un coin de ciel bleu. J'avais 12-13 ans. Hein. Et son tableau présentait aucun nuage. Le ciel était tout bleu. Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Regardons plutôt la partie du ciel bleu. La seconde, je vous lis le propos de Camus, mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais après, plus loin, car d'autres hommes et d'autres femmes vivront. Maintenant, Galiro, moi je trime, des fois j'ai faim, mais mes peintures, d'autres en profiteront. Voilà comment on s'est passé la destinée et l'affect. Mais je ne vous ai pas donné le prénom de Galiro. Il s'appelait Sauveur. C'était pour la bonne bouche, hein, c'était un peu dans le scénario. Sauveur. Sauveur, c'était celui qui sublimait tout. Donc vous voyez dans ce moment-là, de cette pulsion par le travail de la représentation des affects, et puis la sublimation. Et la sublimation, c'est ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est l'essentiel pour Camus. En effet,
il ne le dit pas comme ça, mais Camus, il définit dans L'envers et l'endroit, et dans son discours de Suède, l'importance de l'art et de la créativité. Camus ne se dit pas écrivain, une fois ou deux seulement, il se dit artiste. Voilà, c'est Sauveur, Gagnon, ils sont artistes tous les deux. Son écriture, c'est de l'art, effectivement, c'est de l'orfèvrerie. Et la réponse qu'il propose, c'est qu'il faut que la société, la culture, Freud, la civilisation et l'art, la réponse à la sublimation, puissent lutter contre la pulsion de mort destructrice, la haine, pour que l'amour peut-être advienne. Alors, dans cette pathologie du meurtre, la dernière remarque, je fais bien, je suis emporté par la fougue, j'ai trouvé dans l'œuvre de Maria Torok via Nicolas Rand dans les maladies du deuil, une réponse qui me semble la plus proche de la clinique de l'étranger. Voilà la remarque que je voulais faire. Voilà, je vous remercie.